vous parler tout d'abord de ce qu'était l'école dans le temps jadis, c'est-à-dire avant la catastrophe, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est que la catastrophe, c'était 1789. Alors je vais vous parler de l'école d'Ancien Régime. Au siècle de Louis XIV et Louis XV, les écoles de village étaient prises en charge par la communauté des habitants. Les habitants achetaient ou construisaient ou louaient la maison d'école. Les parents apportaient une contribution pour leurs enfants et la communauté suppléait pour ceux qui ne pouvaient pas assurer la totalité. L'existence de ces écoles est attestée depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté du siècle de Louis XIV. Et à cette époque, les curés choisissaient des clercs pour faire la classe. Mais au XVIe siècle, alors dites-vous au XVIe siècle, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Renaissance, un ambassadeur vénitien déclara qu'il n'y avait personne en France qui ne sache lire et écrire. Alors c'est bien évidemment certainement exagéré, mais c'est quand même éclairant sur l'impression que pouvait donner sur un voyageur étranger l'état des écoles en France. Et on parle des écoles de village, là. On ne parle pas des écoles de ville, on parle des écoles de la campagne, où résidaient plus de 90% de la population. On disait que écoles et collèges étaient répandus par toutes les villes et villages du royaume. Le clergé surveillait que les précepteurs ne demandent pas de prix exagérés et que leur enseignement soit bon. L'Église voulait aussi surveiller, je cite, la qualité des comédies, tragédies, dialogues ou colloques ou oraisons qu'on y représentait. Imaginez-vous la richesse de ce qu'on offrait aux écoles. Les guerres civiles, alors les guerres civiles, c'est les guerres de religion et ensuite la fronde, avaient dégradé le réseau d'écoles primaires qui ne se relevèrent qu'au XVIIe siècle. Louis XIV, qui voulait éradiquer le protestantisme, encouragea vivement le renouveau des petites écoles. Le 13 décembre 1698, Louis XIV décrète « Enjoignons à tous, pères, mères, tuteurs et autres personnes qui sont chargées de l'éducation des enfants, et nommément de ceux dont les pères et mères ont fait profession de la religion prétendue réformée, c'est-à-dire les protestants, de les envoyer aux dites écoles et aux catéchistes jusqu'à l'âge de 14 ans. » Ce qui est une façon, pour lutter contre le protestantisme, de déclarer l'école obligatoire. Louis XIV prescrivit aux communautés, alors ce que j'appelle les communautés, c'est les villages. Vous savez que nos aïeux vivaient en communauté, personne ne vivait isolément. Dans les villes, on appartenait à un métier, et à la campagne, on appartenait à une communauté. Louis XIV prescrivit aux communautés de s'imposer pour pourvoir à la subsistance des maîtres et maîtresses et fixa leur salaire à 150 livres par an pour les hommes et 100 livres par an pour les femmes. Cette dépense devint donc obligatoire à partir de ce moment-là. En 1724, alors nous avons quitté le siècle de Louis XIV, nous sommes entrés dans celui de Louis XV. 1724, c'est un an après la fin de la Régence. Une nouvelle déclaration réitère les prescriptions de Louis XIV. Il est alors décidé de relever les noms des enfants qui ne vont pas à l'école et de faire poursuivre les parents pour les y obliger. Pas pour leur enlever les enfants, hein, pour les obliger à les envoyer à l'école, sachant que si c'est une façon, si c'est une question financière, la communauté pourra. Les curés sont enjoints par leur hiérarchie de prêcher l'école en chair. L'école est indispensable à la jeunesse. Il les exhorte à ouvrir et à faire fonctionner des écoles ouvertes à tous, riches et pauvres. En 1744, l'évêque de Dijon trouve qu'il manque encore des écoles dans certaines paroisses, c'est-à-dire qu'il y en a partout, mais non pas partout, presque partout, et c'est ce presque qui fait l'objet de sa sollicitude et de son intervention. Il veut que tous les villages aient leur école. Il écrit: s'il se trouve dans notre diocèse quelques paroisses qui soient sans recteur d'école, un recteur d'école c'est un instituteur, nous ordonnons aux curés et vicaires des dites paroisses de veiller à ce qu'il en soit établi, à moins qu'elles ne soient trop petites ou trop pauvres pour fournir à la dépense que demanderaient ces établissements, auquel cas ils en confieraient les fonctions de concert avec la communauté assemblée à celui d'entre les habitants qui paraîtra le plus propre à s'en bien acquitter. C'est la communauté elle-même qui se charge du recrutement. La communauté, c'est-à-dire le village rassemblé, les habitants du village. L'Église approuve et surveille. L'intendant, qui est le représentant du roi, l'intendant c'est le roi dans la province. L'intendant
autorise et sanctionne. Mais c'est la communauté d'habitants qui choisit le recteur et qui traite avec lui. Personne ne prend en charge l'école en dehors des parents. Des parents ou des non-parents d'ailleurs, hein, parce que tout le monde est concerné. Il est impensable qu'on impose aux parents un maître dont ils ne veulent pas. Ce sont les parents, enfin le village, je vais arrêter de dire les parents parce que quand je dis le village, j'inclus également ceux qui ne sont pas parents, puisque l'éducation est l'affaire de tous. Donc ce sont les habitants qui fixent les honoraires du recteur d'école. Ce sont eux qui décideront en dernière instance, ce sont leurs gosses, c'est leur devoir, mais c'est aussi leur droit. Les habitants nomment donc leur maître d'école en assemblée générale de village jusqu'à la Révolution. Et c'est là que ça va s'effondrer. Je vous expliquerai comment. On peut faire appel à candidature par voie d'affiche ou de journal dans la ville la plus proche. Tel village recherche un recteur d'école. Alors on va placarder dans la ville la plus proche. En ville, les candidats sont examinés par un curé ou les notables qui testent leurs connaissances devant un jury réuni dans l'église. Vous voulez être maître d'école? Allez, on vous écoute et on les bombarde de questions. Et on les fait chanter, il paraît aussi. Bah oui, c'est bien d'apprendre à chanter aux enfants. Au village, on demande au curé ou au maître sortant de se charger de cet examen. Les autorités du village, qui sont le procureur fiscal ou le syndic, alors procureur fiscal ou syndic, dans un village, c'est quelqu'un qui va représenter la communauté auprès des autorités supérieures. C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui n'a que des obligations. C'est-à-dire qu'on lui donne un mandat, on lui dit « tu vas raconter ça, tu vas nous représenter auprès de l'intendant ou autre », et le procureur fiscal, donc les autorités du village, exposent leurs raisons au village qui décide en dernière instance. Personne ne décide à la place des habitants. Alors, le syndic dont je vous parlais, c'est un porte-parole absolument temporaire. C'est-à-dire qu'on demande, on élit un syndic pour faire ceci ou cela, quand il a terminé, c'est fini. Soit on passe à quelqu'un d'autre, soit on n'en a plus besoin et on attend d'en avoir besoin. Le village vote à haute voix, c'est l'Assemblée générale. La nomination fait l'objet d'un acte devant notaire. On a recruté un recteur d'école, on va passer un contrat, dont les termes sont débattus par les habitants. Il n'y a pas un contrat type. Chaque village va décider de son contrat avec son instituteur. Et en fait, c'est un bail résiliable en 369, au choix des partis. Au choix des partis. L'école, fonctionnait essentiellement en hiver, comme vous imaginez. Le matin, la messe, c'est une école chrétienne, nous sommes en France. On apprend la lecture, l'écriture et les mathématiques. L'arithmétique, pardon, pas les mathématiques, l'arithmétique, le calcul, disons. Lire, écrire, compter. Et on apprend le latin. Et on fait copier des textes latins sur des pages blanches. Les élèves doivent savoir véritablement écrire. On leur fait copier des textes sur des pages. Et la demande est très forte de la part de la population du village d'apprendre à lire des vieux manuscrits. Est-ce que vous imaginez pourquoi? Eh bien parce que dans les vieux textes qui sont conservés dans chaque paroisse, il y a les contrats passés avec le Seigneur, c'est-à-dire les droits de la communauté. Et quand on ne sait pas lire, on peut se faire avoir. Or, on apprend à lire à ses enfants dans l'espoir, et en les poussant très fort dans cette direction, qu'ils puissent se faire les défenseurs de la communauté en cas d'abus contre la communauté. Donc on veut pouvoir lire les anciennes chartes, donc on apprend à lire, à écrire et à compter, mais également à lire l'écriture ancienne. Alors aujourd'hui on appellerait ça la paléographie. À l'époque, on appelait ça savoir lire les anciennes chartes de la communauté. Le paiement des gages du recteur d'école était assuré par les parents qui payaient en fonction de leurs moyens. C'est l'Assemblée qui décidait quoi et combien, qui paye quoi et combien. Aucune injonction ne venait de plus haut. Dans certains pays, on pouvait payer en nature. Trop pauvre, eh ben on va vous payer en œufs, en noix, en pain, voilà, ce qu'on peut apporter au recteur d'école. Et si c'était insuffisant, la communauté pouvait attribuer au maître le revenu de certains biens ou droits.
Par exemple, admettons, le village possède une exploitation, je ne sais pas, d'une prairie, d'un bout de bois, d'une forêt ou quelque chose comme ça. On va dire à l'instituteur, on ne peut pas vous donner d'argent comptant, mais vous pourrez bénéficier de telle prestation, de tel bénéfice du village, appartenant au village. De toute façon, le maître était payé la somme que le roi avait décidée. Vous vous souvenez, le roi a fixé un salaire minimum. Le roi a voulu qu'on ne puisse pas mal payer les recteurs d'école. Il a fixé un salaire minimum. Hors période scolaire, le maître se rendait utile à d'autres occupations à sa portée. Une fois que la saison revenait, le maître n'était plus payé, mais il pouvait faire autre chose. Tous les instituteurs d'un doyenné, alors vous savez ce que c'est qu'un doyenné, je ne serai pas obligé de l'expliquer dans une réunion de non-catholiques, tous les instituteurs d'un doyenné étaient rassemblés 1 ou 2 fois par an pour mise à niveau et instruction de leurs devoirs. Il était impensable qu'un instituteur, qu'un recteur d'école fasse sa petite affaire de son côté sans qu'il y ait mise à niveau et contrôle. Ils étaient interrogés par les évêques ou les jarciliacres qui faisaient des tournées et interrogeaient aussi les enfants. C'est l'équivalent de l'inspection d'académie. S'il y avait des plaintes contre les recteurs d'école, on pouvait les révoquer. Et s'ils refusaient de déguerpir, les habitants s'adressaient à ce moment-là à l'autorité pour obtenir gain de cause. Donc l'autorité était l'aide en dernière instance. Les maisons d'école étaient soit données par les seigneurs, soit données par les curés ou quelques personnes généreuses. Certaines étaient fournies par les fabriques. Alors la fabrique, c'était l'assemblée gérant les biens d'une église. La majorité était l'affaire de la communauté et de ses seules ressources. Donc si vous n'avez pas une école qui a été donnée par le seigneur ou par quelques riches, c'est la communauté qui se chargera de l'acheter, de la louer ou de la bâtir. L'intendant n'intervenait que pour les devis, les adjudications et l'approbation des travaux, par exemple. Uniquement service rendu à titre pour faire valider, si vous voulez. Les habitants s'imposaient de très lourds sacrifices pour édifier avec très peu de moyens. L'école a été prise très au sérieux par nos aïeux des campagnes. L'ordonnance royale avait prévu des écoles pour les filles et l'Église interdisait la mixité. Mais quand on n'avait pas les moyens de 2 écoles, eh bien les filles, l'éducation des filles était délaissée. Au XVIIIe siècle, des évêques reviennent sur l'interdiction pour les filles, en disant on ne peut pas laisser les filles de côté comme ça. Si les gens n'ont pas les moyens, eh bien on va assurer une mixité. Plutôt que de laisser les filles sur le carreau, on va déroger à la règle qu'on s'était mise pour interdire la mixité. Donc, mais on établit autant que possible des classes de filles qui vont être tenues par les sœurs alors que les maîtres étaient tous des laïcs. Les maîtres étaient des laïcs. L'Église intervenait comme formatrice ou comme contrôle. Mais ce n'étaient pas des clercs qui faisaient la classe, c'était des laïcs. Pour les filles, c'était des sœurs. Et des fondations charitables ont confié à des sœurs l'enseignement gratuit pour les petites filles pauvres. Dès que les écoles de filles, le problème des écoles de filles a été posé, des gens sont venus en disant, ben voilà, je donne telle somme pour une fondation pour faire de l'école gratuite pour les petites filles. Ce qui a mené à la situation que rapidement les filles avaient un enseignement gratuit alors que les garçons, les parents payaient. Je trouve ça plutôt bien. En tout cas, c'était pas mal. Les problèmes d'éducation étaient discutés sous l'arbre à la sortie de la messe. Parce qu'il y avait toujours un arbre devant une église. Et c'est là que la communauté des habitants se réunissait à la sortie de la messe le dimanche matin. Donc l'éducation était l'affaire des parents, l'affaire de la religion et l'affaire de la communauté. Dans le département de l'Aube, en 1789, mais 1789, il y a déjà, la décadence a déjà commencé, 72% des hommes savaient lire. Et seulement 22% des femmes. Ce qui est quand même pas mal, ça fait 1 sur 5. C'est plus d'1 sur 5. À l'époque des Lumières, vous savez ce que c'est les Lumières, ça commence avec l'encyclopédie à la fin des années 1740. On commence à entendre des récriminations contre la multiplicité des écoles publiques et gratuites qui nuisent à l'agriculture. Lumière, lumière, on va retrouver tout l'esprit de Voltaire dans cette critique. Un intendant écrit, alors les intendants, un mot sur les intendants, ils ont été pendant tout le siècle de Louis XIV les représentants du roi dans la province et à partir du siècle des Lumières, ils vont devenir les représentants des intérêts des riches auprès du roi. C'est-à-dire que petit à petit, la chose va s'inverser. Un intendant écrit « Les écoles de village ne produisent souvent d'autre effet que de faire des paysans des demi-savants
qui, la plupart, ne profitent de l'instruction qu'ils ont reçue que pour abandonner l'agriculture et faire des procès à leurs seigneurs. C'est gênant. On aime mieux les ignorants. Pour eux, l'école pousse l'agriculteur à vouloir s'élever au-dessus de sa position. Or, l'agriculture a besoin de bras, pas de tête. Alors, un mot sur l'agriculture à l'époque des Lumières. L'agriculture est en train de devenir, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment un sujet en soi, l'agriculture à partir des Lumières va devenir objet de profit. Ça n'est plus ce qui fait vivre la population, c'est ce qui va enrichir les gens qui ont investi. D'accord? Donc, pour eux, l'école ruine l'agriculture, la leur, c'est-à-dire leur profit. Même récrimination contre les écoles secondaires de ville où les fils de paysans viennent étudier. Ces gens vont vouloir s'élever au-dessus de leurs conditions. Ah bah oui, incontestablement, incontestablement. La critique contre la gratuité et le nombre d'écoles montre combien l'instruction a été répandue dans le petit peuple. Les attaques sont conjuguées entre le mouvement des Lumières et les jansénistes. C'est un fait. On les retrouve la main dans la main dans tout ce qui a sapé l'autorité de l'Église et l'autorité du roi, de A à Z. C'est-à-dire les jansénistes depuis qu'ils existent et les francs-maçons, les Lumières, enfin les francs-maçons, puisqu'on peut dire pratiquement que c'est la même chose, depuis qu'ils existent également. Le janséniste Lachalotais, tombeur des jésuites, c'est lui qui a réussi à faire interdire les jésuites, dont le rôle principal était l'éducation, l'instruction gratuite pour tous. L'instruction gratuite pour tous, qui leur a fait tellement d'ennemis. Donc le janséniste Lachalotais publie en 1762 un essai d'éducation nationale. Écoutez ce que dit ce monsieur. N'y a-t-il pas trop d'écrivains, trop d'académies, trop de collèges? Autrefois, il était difficile d'être savant faute de livres. Maintenant, la multitude des livres empêche de l'être. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans le royaume où tout le monde se plaint de la dépopulation. Ah bah oui, plus les gens savent lire, moins ils font d'enfants. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Le peuple même veut étudier. Des laboureurs, des artisans envoient leurs enfants dans les collèges des petites villes où il en coûte peu pour vivre. Parce que les collèges des petites villes, au collège des petites villes, les paysans pouvaient apporter de la nourriture à leurs enfants. Donc voilà, il y avait moyen, en multipliant les collèges dans les petites villes, il y avait moyen véritablement d'apporter l'enseignement secondaire aux paysans. Parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'enseignement primaire, hein, nous sommes d'accord. Quand ils ont fait de mauvaises études qui ne leur ont appris qu'à dédaigner la profession de leur père, ils se jettent dans les cloîtres, alors ce qui est une façon de dire qu'on ne devient clair que quand on a raté, encore une calomnie. Dans l'état ecclésiastique, ils prennent des offices de justice et deviennent souvent des sujets nuisibles à la société. Les frères de la doctrine chrétienne qu'on appelle ignorantins sont survenus pour achever de tout perdre. Ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui ne veulent plus le faire. Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. Tout homme qui voit au-delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais avec courage et avec patience. Si ce n'est pas de la haine du peuple. En tout cas, c'est de la haine de l'éducation pour le peuple, clairement. Une des lettres de Voltaire du 4 mai 1762, concernant le texte « L'essai de l'éducation nationale » de Lachalotais, est classée avec cette mention « Très belle lettre d'envoi de son ouvrage contre la constitution des jésuites et le fanatisme qu'elle renferme et contre la barbarie de l'éducation française. » La barbarie. Apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants du peuple, c'est de la barbarie. Voltaire applaudit à tout rompre. « Je vous remercie, écrit-il à Lachalotais, de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre. » Alors Voltaire cultivant la terre, imaginons. Moi qui cultive... C'est l'époque où, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous vous dites laboureur. Vous prétendez parler au nom de l'agriculture. C'est ça la catastrophe. C'est que tous ces bourgeois qui ont investi dans la terre prétendent parler pour l'agriculture, clairement. Alors, je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs tonsurés. Il est à propos que le peuple soit guidé, mais non pas qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. Voltaire. J'ai apporté un petit livre là-dessus, sur notre ami Voltaire. En 1766, Voltaire écrit à son ami Damilaville « Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit.
J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous aviez comme moi une terre, si vous aviez des charrues, vous seriez de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. On voit le programme. Savez-vous que Rousseau, Jean-Jacques, vous savez celui qui a abandonné ses enfants et qui a écrit un traité sur l'éducation, savez-vous qu'il a écrit en 1761 dans la Nouvelle Héloïse « N'instruisez pas l'enfant du villageois car il ne lui convient pas d'être instruit ». Rousseau, Jean-Jacques, oui le même. En 1774, les Lumières arrivent au pouvoir et réussissent à imposer l'économie de marché en lieu et place de l'économie morale sous la protection du roi. Ça a fait l'objet de plusieurs de mes conférences. Turgot a convaincu Louis XVI de laisser filer le prix du blé, donc du pain du peuple, pour le bien de tous. Majesté, quand le pain sera trop cher, c'est pas grave. C'est pas grave, ça s'arrangera. Le problème de Turgot, c'est que le peuple n'est pas d'accord. Il y a une solution. Le roi écrit, alors c'est Turgot qui a écrit, mais c'est le roi qui a signé, écoutez bien, le roi met sous les yeux de ses sujets leurs véritables intérêts. C'est-à-dire qu'en imposant le libéralisme, le roi met devant les yeux, présente à ses sujets leurs véritables intérêts. Le peuple ne sait pas ses véritables intérêts, il faut qu'on lui montre. Et entend prévenir ou calmer les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur cette matière. Effectivement, dès qu'on touche au pain, les gens sortent. Je répète, et entend prévenir ou calmer les inquiétudes que le peuple conçoit si aisément sur cette matière et que la seule instruction peut dissiper. Eh bien, on va expliquer au peuple ce qui est bon pour lui, et s'il n'est pas d'accord, on va l'éduquer. Eh bien, voilà le programme. On peut s'attendre au pire, ben il va arriver. En 1783, paraissent des vues patriotiques sur l'éducation du peuple, tant des villes que des campagnes, d'un certain Louis Philippon de la Madeleine. Alors, 1783, on approche de la catastrophe. Au chapitre « Danger des écoles répandues dans les bourgs et villages », il dit « On se plaint que les campagnes manquent de bras et que le nombre des artisans diminue, que la classe des vagabonds augmente. N'en cherchons la cause que dans cette multitude d'écoles dont fourmillent nos bourgs et nos villages. Il n'y a pas de hameau qui n'ait son grammairien. Et qui fait-il d'autre que de semer parmi les manœuvres, les artisans et les laboureurs le dégoût de leur profession? Je le dis hardiment, il n'y aura jamais de bonne éducation pour le peuple si on ne commence à faire disparaître du milieu des bourgs et des campagnes ces recteurs d'écoles qui dépeuplent également nos champs et nos ateliers. On appelle ça les Lumières. Les Lumières. La Révolution. Rappel. La cause première de la Révolution, c'est la dette. La dette du trésor public va croissant depuis le milieu du siècle. Il n'existe aucun moyen de faire payer les riches et tout l'impôt retombe sur la paysannerie et le monde des métiers. La gravité de la situation a fait renoncer à des principes qu'on croyait intangibles, à savoir, le roi donne à partir de la Révolution, enfin, non, pas à partir de la Révolution, juste avant, mais c'est réitéré au moment de la Révolution, le roi donne le contrôle général des finances à un protestant. Nous ne sommes plus en pays catholique. Alors c'est Louis XVI avait commencé juste après Turgot et il réitère au début de la Révolution en rappelant de nouveau Necker. Donc, merci qui? Merci Voltaire. Grâce à l'affreuse affaire Calas, enfin, l'affaire Calas est une manipulation. Voltaire a réussi à faire croire à l'opinion que Calas avait été un innocent et que sa condamnation à mort pour le meurtre de son fils était une manipulation anti-protestante de catholiques fanatiques. J'ai mis le nez dans le dossier, je vous garantis que Calas avait véritablement tué son fils et que Voltaire n'a réussi là que la seule tragédie qu'il ait pu réussir, parce que c'était un tragédien raté. Donc l'affaire Calas a servi à quoi? À culpabiliser les catholiques et à préparer l'arrivée au pouvoir des protestants qui avaient une revanche à prendre sur la révocation de l'édit de Nantes, de la fin du règne de Louis XIV, enfin de la deuxième moitié du règne de Louis XIV. Donc le roi
fait venir un ministre protestant et il accepte de renoncer à fixer le prix des subsistances. La fixation du prix des subsistances s'appelait la taxation au profit du libre marché et de la loi de l'offre et de la demande. La France va sortir du monde du bien commun pour le monde du profit. Nous y sommes. Necker a encore creusé le déficit, le trésor est aux abois, il ne reste plus au roi qu'une seule solution, s'il ne veut pas être en cessation de paiement, c'est de réunir les États généraux. Toute la révolution tient en une question, qui va payer la dette? L'Église était l'institution la plus riche d'Ancien Régime. Elle possédait 4 milliards de fonds et 200 millions de revenus, qui représente le trésor accumulé depuis 14 siècles. C'est très simple. On vous donne à l'Église, l'Église n'aliène pas. C'est-à-dire que tout ce qui est donné à l'Église augmente son patrimoine. Donc le patrimoine de l'Église est gigantesque. Ce trésor est rigoureusement inaliénable. Aucun curé de paroisse ne peut dire « Tiens, le bout de mon champ, là, je vais le vendre ». C'est non. Les révolutionnaires lorgnent vers ce capital intouché. La dette est énorme, mais le patrimoine de l'Église l'est encore plus. Et la dette de l'État est d'autant plus dramatique que ce qu'on appelle le crédit du roi est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le roi lève un emprunt, les particuliers ne lui prêtent plus, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être remboursés. Le crédit de l'Église, lui, est absolument intact. L'archevêque d'Aix, en Provence, Aix, offre de solder à l'instant 360 millions de dettes exigibles par un emprunt hypothécaire de 400 millions sur les biens ecclésiastiques. Ce serait idéal, car le crédit du clergé est aussi solide que celui de l'État ne l'est plus. En acceptant, l'Assemblée réglerait instantanément ce qui a justifié la réunion des États généraux. Eh bien, l'Assemblée refuse. Pour se conformer au contrat social de notre cher ami Rousseau, vous savez, le même, elle veut supprimer un corps qui se place en intermédiaire entre l'État dépositaire de tout et les individus. L'Assemblée refuse qu'on solde la dette à l'instant. Et elle va, pour solder la dette, qu'elle ne soldera d'ailleurs pas, mettre la main sur tous les biens de l'Église au titre que ces biens appartiennent à la nation. Mais qui c'est la nation? Qui est la nation? L'État n'est pas l'héritier, ne peut pas être l'héritier de tous les biens ecclésiastiques, de leurs immeubles, leur mobilier, leurs rentes. Tous ont par nature un emploi obligé. L'Église se sert de son patrimoine pour la charité, le culte, l'instruction, la religion. Ça n'est pas de l'argent qui dort. L'argent de l'Église est un trésor qui travaille pour le bien commun. Quand la commission ecclésiastique supprimait un ordre devenu par exemple obsolète ou inutile, ce n'était pas pour adjuger ces biens au trésor public, c'était pour les appliquer à autre chose, comme des séminaires, des écoles, des hospices, à tous autres emplois utiles. Donc l'argent de l'Église avait toujours une utilité sociale, collective. L'Assemblée reste sourde. Vous avez voulu détruire les ordres parce que leur destruction était nécessaire au salut de l'État. Si le clergé conserve ses biens, l'ordre du clergé n'est pas détruit. Ah ben voilà qui est clair, on est là pour détruire le clergé. C'est clair. Mirabeau, franc-maçon proche du duc d'Orléans, dit « S'ils sont propriétaires, ils peuvent être indépendants. S'ils sont indépendants, ils attacheront cette indépendance à l'exercice de leurs fonctions. La religion appartenant à tous, il faut que ces ministres soient à la solde de la nation. » Ah ben on va inventer le curé fonctionnaire, payé par la nation. Ils ne seront que des officiers de morale et d'instruction, des salariés, comme les professeurs et comme les juges. Ramenons-les à cette condition qui est la seule conforme aux droits de l'homme. Ah ben voilà une jolie définition des droits de l'homme. Et prononçons que le clergé, ainsi que tous les corps et établissements de main morte, alors la main morte, c'est les biens non aliénables, sont dès à présent et seront perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucun bien, fonds ou immeuble. Et c'est comme ça qu'on a mis la main sur les biens de l'Église.
L'État, juge et partie, attribue tous ses biens à l'État au titre que les fondateurs ont donné à l'Église, c'est-à-dire à la nation. Et la nation, désormais, c'est eux. Ce principe entraîne la destruction de tous les corps ecclésiastiques et laïques avec la confiscation de tous leurs biens. Considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, pas même celles qui, vouées uniquement au service des hôpitaux et au soulagement des malades, supprime toute congrégation, confrérie, association d'hommes ou de femmes laïques ou ecclésiastiques, toutes les fondations de piété, de charité, d'éducation, de conversion, séminaires, collèges, missions, Sorbonne, Navarre, on abolit tout. C'en est fini de l'instruction gratuite. Le dernier coup de boutoir arrive le 13 février 1790. On interdit toutes ces congrégations, après les avoir asséchées et ruinées. Or, l'essentiel de la fonction du clergé n'était pas le culte, mais tout ce qui relève aujourd'hui de l'enseignement, la recherche, les universités, la culture, l'édition, les archives, les bibliothèques, les collectivités locales, les affaires sanitaires, sociales et familiales, la médecine, la santé, la jeunesse, les sports, les fêtes, les beaux-arts, tout! Tous ces services étaient rendus sans charge aucune pour le budget de l'État. 100 000 personnes, hommes et femmes, exécutaient volontairement et gratuitement toutes ces besognes sociales. Quantité de monastères étaient des séminaires d'éducation, des bureaux de charité, des hospices de passage. Et les villages voisins demandent leur conservation à l'Assemblée nationale, qui restera sourde, bien évidemment. Un membre du comité ecclésiastique avoue à la tribune que les religieuses demandent à rester dans leur cloître. Vous savez que la grande idée consiste à dire que les religieuses sont des filles qu'on a obligées. Et les religieuses disent « Nous préférerions le sacrifice de nos vies à celui de notre État. Ce langage n'est pas celui de quelques-unes de nos sœurs, mais de toutes absolument. L'Assemblée nationale a assuré les droits de la liberté. Voudrait-elle en interdire l'usage aux seules âmes généreuses qui, brûlant du désir d'être utiles, ne renoncent au monde que pour rendre plus de service à la société ?» Ben, la réponse est oui. On les supprime. On ne veut pas les entendre. Autre intervention d'une sœur, le peu de commerce que nous avons avec le monde fait que notre bonheur est inconnu, mais il n'en est pas moins vrai et solide. Nous ne connaissons parmi nous ni distinction ni privilège, nos biens et nos maux sont communs. N'ayant qu'un seul cœur et qu'une seule âme, nous protestons devant la nation et face au ciel, en face du ciel et de la terre, qu'il n'est donné à aucun pouvoir de nous arracher l'amour de nos engagements et que nous les renouvelons, ces engagements, avec encore plus d'ardeur que nous ne les fîmes à notre profession. Peine perdue. Parmi ces communautés, plusieurs centaines avaient des maisons d'éducation. Un très grand nombre donnaient gratuitement l'enseignement primaire. Or, en 1789, il n'y avait pas d'autre école pour les filles, puisque je vous ai dit que c'était les sœurs qui faisaient l'école pour les filles, alors on les supprime. Et si on les supprime, on bouche à l'un des deux sexes, c'est-à-dire à la moitié de la population française, toutes sources de culture ou d'instruction. C'est pas grave, on a écrasé l'infâme. D'un seul coup, la Révolution a asséché tout le service public gratuit. Le 1er mai 1775, petit retour en arrière, Turgot avait déjà condamné les enfants au travail en appauvrissant dramatiquement les pères de famille. Va-t-on encore instruire les enfants? Mais avec quoi? Avec quoi? Avril 1792, la Révolution a avancé, le franc-maçon Condorcet remet à la législative un projet intitulé « Organisation générale de l'instruction publique ». Condorcet, c'est un libéral, ami de Turgot. Il veut qu'on enseigne le libéralisme qui ne passe pas spontanément. Alors, ça, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le peuple est bête. Quand le peuple ne veut pas quelque chose, c'est parce qu'on lui a mal expliqué. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On nous le refait en permanence. En permanence. Le 18 décembre 1792, alors c'est pendant le procès du roi, Jean-Baptiste Leclerc, du comité d'instruction publique de la Convention, déclare « Au moyen de l'instruction commune, vous déjouez toutes les passions funestes au bien public et vous dérobez le cœur des enfants à l'aristocratie des parents, à leur orgueil et à leur fanatisme.
Donc il est bien clair que l'école va consister à retirer les enfants à l'influence délétère de leurs parents. On est exactement à l'inverse de ce qu'a été tout l'esprit de l'instruction pendant les siècles de royauté. Alors, l'influence des aristocrates, hein, l'aristocratie de leurs parents, il faut savoir qu'à partir de 1789, bien c'est patriotes et mauvais c'est aristocrates. Donc du moment que c'est aristocrate, c'est des ennemis, et du moment que c'est bien, c'est patriote. Le 20 janvier 1793, mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Il avait voté la mort du roi, il était en train de dîner dans un restaurant du Palais Royal, un individu se présente devant lui, vous êtes Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, oui, et il lui perce le flanc. Il avait sur la poitrine un plan d'éducation. Son frère Félix récupère le plan d'éducation et il veut le présenter à la Convention. Il lit le plan d'éducation. Alors Michel Lepelletier de Saint-Fargeau s'apprêtait après le déjeuner à aller porter son plan d'éducation à l'imprimerie. Donc c'était véritablement son bébé, son œuvre. Donc le vendredi 12 juillet 1793, c'est-à-dire quelques mois après, 6 mois après l'enterrement en grande pompe de ce conventionnel, Félix Lepelletier de Saint-Fargeau croise Robespierre dans le jardin des Tuileries. Et Robespierre lui dit j'ai entendu parler du plan de votre frère Michel, est-ce que vous pourriez me le montrer? Félix dit non, attendez, non, je voudrais le présenter à la Convention. Alors Robespierre insiste en disant allons, citoyens, oui, non. Robespierre jure sur ce qu'il a de plus précieux qu'il lui rendra dès qu'il l'aura lu. Et le lendemain, un petit crieur dans les jardins du Palais Royal crie « Cet après-midi à la Convention, le citoyen Robespierre présentera le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. » Par jure. Félix, furieux, dès qu'il revoit Robespierre, lui dit « Mais vous m'aviez juré » et là Robespierre fait amende honorable, il dit « Écoutez, ce plan était si beau, je n'ai pas pu résister. C'était admirable. C'est le premier ouvrage qui soit à la hauteur de la République. » Mardi 13 août 1793, discussion à la Convention du plan. Robespierre dit « L'imagination pose les bornes du possible, mais quand on a le courage de bien faire, il faut franchir ces bornes. Je vois d'un côté la classe des riches qui repousse cette loi, la loi sur l'instruction, sur l'éducation, issue du plan de Michel Lepelletier. De l'autre, je vois le peuple qui la demande. Je n'hésite plus, elle doit être adoptée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. » Le plan de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau était effectivement génial. Écoutez, je remarque, dit-il avec peine, que jusqu'à 6 ans, l'enfant échappe à la vigilance du législateur et que cette portion importante de la vie reste abandonnée aux préjugés subsistants et à la merci des vieilles erreurs. Alors eux, c'était 6 ans, nous, c'est 3. Maintenant, nous, c'est 3. Je demande que quiconque refusera ses enfants à l'institution commune, nouveau nom de l'école pour tous, soit privé de l'exercice de ses droits de citoyen pendant tout le temps qu'il se sera soustrait à remplir ce devoir civique. Quand Louis XIV rendait l'école obligatoire, ce n'était pas ce qu'il faisait. Il ne retirait pas leurs droits aux parents. Il les incitait simplement à mettre leurs enfants à l'école. Et que ces parents, donc, qui refuseront de mettre leurs enfants à l'école, qu'ils payent en outre double contribution dans la taxe des enfants. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas votre enfant à l'école, vous paierez comme s'il y était multiplié par 2. C'est une horreur. Ce plan de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est une horreur. C'est une horreur. Je l'ai étudié en long, en large et en travers. Je n'ai pas le temps de vous en faire l'analyse exhaustive et c'est dommage. Il est disponible sur Internet, trouvez-le. Il s'agit de régénérer l'espèce humaine dégradée par le vice. Ça commence bien. Quand on aime les hommes, on n'essaye pas de les régénérer, on essaye de les aider déjà. On va donc créer un nouveau peuple. Pour les garçons, ça commence bien. Ils apprendront à lire, à écrire et à compter, et il leur sera donné les premières notions de mesurage et d'arpentage. Alors on ne perd pas le nord, c'est-à-dire qu'on leur apprend à lire, à écrire, à compter, et déjà on leur donne des notions de professionnelles. On leur fera apprendre par cœur quelques chants civiques et le récit des traits les plus frappants de l'histoire des peuples libres et de celle de la Révolution française. Alors les peuples libres, c'est nous. C'est nous. Depuis qu'on a coupé la tête au roi, c'est nous les libres. Donc on va leur apprendre des chants patriotiques républicains. Voilà. Ils recevront aussi des notions de la constitution de leur pays, de la morale universelle et de l'économie rurale et domestique.
Bon, c'est pas mal jusqu'à présent, bon, à part le bourrage de crâne, mais après tout. Bon, bah, on dit les curés, ils enseignent l'évangile, et les républicains, ils enseignent la République. Pourquoi pas? C'est de bonne guerre. Les filles, elles apprendront à lire, à écrire et à compter. Jusqu'à là, tout va bien. Elles apprendront également les champs civiques, quelques traits d'histoire propres à développer les vertus de leur sexe. Jusqu'à là, tout va bien. Morale et économie domestique et rurale. Pas de problème. La principale partie de la journée sera employée par les enfants de l'un et l'autre sexe au travail des mains. Alors, à quelle heure on apprend à lire, à écrire, à compter? Attendez, je répète, la principale partie de la journée sera employée par les enfants au travail des mains. Les garçons seront employés à des travaux analogues à leur âge, soit à ramasser et répandre des matériaux sur les routes, soit dans les ateliers des manufactures qui se trouveraient à portée des maisons d'éducation nationale, soit à des ouvrages qui pourront s'exécuter à l'intérieur même de la maison. Tous seront exercés à travailler la terre. Les filles pourront apprendre à filer, à coudre et à blanchir. Elles pourront être employées dans les ateliers de manufacture qui seront voisines ou à des ouvrages qui pourront s'exécuter dans l'intérieur de la maison d'éducation. On va donc faire travailler les enfants. Mais c'est bien ça, la majeure partie de la journée. Répandre des matériaux sur les routes, c'est quoi? C'est l'ancien travail de la corvée, ça, qu'on a supprimé. Eh bien, c'est pas grave de la supprimer si on fait travailler les enfants des écoles. Mais, attendez, rassurez-vous, on va les payer quand même. Le produit du travail des enfants sera employé comme suit. Les 9 dixièmes seront appliqués aux dépenses communes de la maison et 1 dixième sera remis à la fin de chaque semaine à l'enfant pour en disposer à sa volonté. Oh, il a le droit de disposer de 10% du produit de son travail. Les enfants vont donc travailler à faire tourner l'école. Tout enfant, de l'un et l'autre sexe, âgé de plus de 8 ans, qui, dans la journée précédente, si c'est un jour de travail, n'aura pas rempli une tâche équivalente à sa nourriture, ne prendra son repas qu'après que les autres enfants auront achevé le leur, et il aura la honte de manger seul, ou bien il sera puni par une humiliation publique qui sera indiquée dans le règlement. Les enfants travaillent d'abord pour se nourrir. Mais avant, c'était les papas qui travaillaient pour nourrir les enfants. Maintenant, ce sont les enfants qui travaillent à se nourrir. Aucun domestique ne seront employés dans les maisons d'éducation nationale. Les enfants les plus âgés, chacun leur tour et sous les ordres de l'inspection des instituteurs et institutrices, rempliront les diverses fonctions du service journalier de la maison ainsi qu'il sera indiqué par le règlement. On ne va quand même pas payer des personnels de service, alors qu'on a des enfants pour faire le travail gratuitement. Parce que ça, c'est pas payé. Ça, c'est pas payé. Les moments et les jours de délassement seront employés à des exercices de gymnastique qui seront indiqués dans le règlement. On ne va pas les laisser jouer aux billes quand même. Les garçons seront formés en outre au maniement des armes. Elle est belle la République. Récapitulons. Travail de la terre et en atelier pour payer l'établissement et service intégral gratuit du fonctionnement de la maison. Que reste-t-il pour l'étude? Pour le délassement? C'est le bagne. Dans l'intérieur ou à portée des maisons d'éducation seront placés autant qu'il sera possible les vieillards ou infirmes hors d'état de gagner leur vie et qui seront à la charge de la commune. Les enfants seront employés chacun à leur tour, suivant leur force et leur âge, à leur service et assistance. Non seulement ils travailleront toute la journée, mais le soir, ils s'occuperont des vieux gratuitement. C'est-à-dire qu'on va faire aux enfants tout ce que les religieux et les religieuses faisaient gratuitement. On va faire porter ça par des petits, à partir de 6 ans. Tous les frais d'établissement et d'entretien des maisons d'éducation seront pourvus par, premièrement, le produit du travail des enfants, sauf les 10% dont on a parlé. Les revenus personnels qui pourraient appartenir aux enfants élevés dans les dites maisons seront employés à la défense commune pendant tout le temps qu'ils y demeureront. Les enfants qui seront moins que pauvres, plus que pauvres, je veux dire, pardon, qui ne seront pas pauvres, contribueront, s'ils ont des biens personnels, on les mettra dans le lot. Alors, 1, l'éducation est obligatoire. 2, quand vous entrez à l'école, il faut que vous laissiez une partie de votre fortune, de votre richesse, celle des parents bien évidemment. Le surplus sera acquitté comme charge locale par toutes les personnes domiciliées dans le canton ou section, chacun aux marques livres de ses facultés présumées. Marques livres, ça veut dire chacun au pourcentage de.
de ses facultés présumées d'après la cote des impositions directes. Alors, en résumé, l'école sera payée par le travail des enfants, par leurs revenus propres pour ceux qui en ont, et enfin par une taxe payée par les habitants. Eh bien, la République ne va pas se ruiner. On n'a pas oublié les parents, on va les faire contribuer. Les pères siégeront à un conseil de 52 personnes choisies parmi eux. Alors, choisies par qui? Ah, je n'ai pas trouvé. Peut-être que je relise. Ils seront astreints à 7 jours de surveillance de l'établissement dans l'année. 7 jours, 52 sur 7 jours, vous avez compris, ça en fait le tour de l'année. Leur travail consistera dans la gestion de tout ce qui touche à l'école, alimentation, emploi du temps, distribution du travail, relations avec les enseignants, propreté de l'établissement, exécution du règlement. C'est-à-dire que c'est les parents qui vont se taper le travail. Mais la République, elle est où, là? En bref, toute la gestion de l'école leur incombera et ce sera gratuit. Savez-vous comment on appelait, sous l'Ancien Régime, le travail obligatoire gratuit? La corvée. La corvée. On rétablit la corvée. Il sera accordé, alors tenez-vous bien, j'ai pas fini encore avec cette horreur, il sera accordé une gratification de 300 livres. Alors 300 livres, c'est l'équivalent, en comparant les niveaux de vie, à 900 € aujourd'hui. À chacun, une gratification de 300 livres, à chacun des instituteurs de la maison dans laquelle il sera mort pendant le cours de l'année un moindre nombre d'enfants, comparativement aux autres maisons situées dans le département, et en observant les proportions du nombre des enfants qui y sont élevés. C'est-à-dire qu'on conçoit déjà que les enfants vont mourir à la tâche, mais il n'y avait pas ça dans les écoles de village. Il n'y avait pas ça dans les écoles de village. Et pareille gratification sera accordée à chacun des instituteurs de la maison dans laquelle le produit du travail des enfants aura été le plus considérable comparativement avec les autres maisons du département et en observant aussi les proportions du nombre d'enfants. On va donc payer les instituteurs au rendement du travail des gosses. C'est ça qui est marqué. Robespierre, après la lecture du plan génial que je viens de vous résumer, dit: avec la mémoire de ses vertus, Michel Le Pelletier a légué à la patrie un plan d'éducation que le génie de l'humanité semble avoir tracé. Fermez le banc, on ne saurait mieux dire. Que disent nos amis les révolutionnaires de l'éducation? Danton: mon fils ne m'appartient pas, il est à la République. Le plan est adopté. Le 12 décembre 1993, Danton déclare: il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Nous avons assez fait pour les affections, devons-nous dire aux parents: nous ne vous les arrachons pas à vos enfants, mais vous ne pouvez les soustraire à l'influence nationale. Mais si on les arrachait, ça ferait quoi la différence? Le 7 mai 1794, Robespierre écrit: la patrie a seule le droit d'élever ses enfants. Elle ne peut confier ce dépôt à l'orgueil des familles ni aux préjugés des particuliers. Tout ce que vous croyez, chers amis, n'est que préjugé du moment que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Aliment éternel de l'aristocratie et d'un fédéralisme domestique qui rétrécit les âmes en les isolant. Alors là, on a lu aristocratie, vous avez compris. Le 1er juin 1794, Bertrand Barrère déclare: les enfants appartiennent à la famille générale, à la République, avant d'appartenir aux familles particulières. Eh bien, en avril 2013, c'était il n'y a pas longtemps, Laurence Rossignol a dit: les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Laissons là l'histoire. Parlons de l'école à l'heure du mondialisme. En mai 2010, l'UNESCO a publié les principes directeurs sur l'éducation sexuelle destinés à tous les professionnels de l'enseignement du monde. C'est l'UNESCO. C'est donc pas que pour nous, encore que nous sommes certainement les premiers visés. Mais il s'agit d'une politique mondiale. C'est valable pour la planète et il est impensable de penser pouvoir s'y soustraire. Alors ça n'est pas contraignant, mais ça le devient, parce que les nations, les pays reprennent ces principes. Il faut, disent-ils,
aux enfants une éducation sexuelle avant qu'ils soient sexuellement actifs et leur donner des informations scientifiquement précises. Voilà maintenant de quoi on va s'occuper. On va apprendre le sexe aux enfants. C'est ça maintenant l'éducation. Et à partir de 3 ans, vous n'avez plus les moyens de vous y opposer. Qu'est-ce que c'est que des informations scientifiquement précises concernant l'éducation sexuelle? Il n'existe pas de science de la sexualité hormis les délires pervers d'un certain Kinsey. Vous avez là un livre excellent de mon amie Judith Reisman que je vous recommande de lire, en sachant que c'est extrêmement pénible, mais c'est un devoir. De toute façon, quand je fais des conférences sur l'histoire, je suis certainement émue, mais je me maîtrise. Là, j'ai déjà les jambes qui tremblent de ce que je vais vous raconter. Et je tiens à préciser aussi que le sujet m'oblige à employer quelquefois des termes qui peuvent choquer. Je vous en demande pardon d'avance. C'est de ça, de toute façon, c'est ça que nos chères têtes blondes vont avoir à partir de 3 ans. Kinsey a inventé la pseudo-science sexuelle. Kinsey était un pervers et un escroc. Il n'y a pas de science, alors il n'existe pas de science de la sexologie hors de Kinsey qui n'a jamais été validée par aucun comité scientifique indépendant. Donc, nous sommes là en pleine perversion à l'échelle de la planète. Donc, quelques idées maîtresses et autres principes directeurs qu'on inculquera aux enfants d'après l'UNESCO. On va apprendre aux petits que chaque individu a le droit de prendre ses propres décisions. Qu'est-ce que ça vient faire dans une éducation sexuelle? C'est tout en haut dans le programme. Chaque individu a le droit de prendre ses décisions. En quel honneur, d'abord, et l'autorité des parents là-dedans. À quoi cela rime-t-il de commencer l'éducation sexuelle en disant aux enfants « tu as le droit de décider pour toi-même » ? Les parents et autres membres de la famille guident et orientent leurs enfants dans leurs décisions. Le rôle des parents est maintenant d'orienter et de guider, pas de décider. On évacue l'autorité parentale. Et on parle d'éducation sexuelle, on ne parle pas d'autre chose. Des adultes de confiance peuvent être source d'aide et de soutien. C'est quoi des adultes de confiance? Qui ça? Quelle garantie a-t-on qu'un adulte de confiance ne soit pas précisément un suborneur, un pédophile? Comment le saura-t-on? On va inculquer aux enfants qu'en dehors de papa et maman, il peut y avoir d'autres personnes. Et qui va choisir? C'est l'enfant? Ah bah oui, puisqu'il n'a plus de papa, il n'a plus de maman. Il a le droit de prendre ses propres décisions. Entre 5 et 8 ans, nous dit le programme, on aborde avec l'enfant ce qu'est un abus sexuel. Entre 5 et 8 ans. On lui explique qu'il existe des pratiques positives et des pratiques néfastes à 5 ans. Un abus sexuel, qu'est-ce que c'est qu'un abus sexuel? C'est un attouchement incorrect ou une relation sexuelle non désirée. Il y aurait donc des relations sexuelles désirées et correctes à 5 ans. On introduit ici l'idée que si l'enfant est d'accord, il n'y aura pas d'abus. 5 ans. Toute personne, sans considération de son état de santé, de sa religion, de son origine, de sa race, de sa situation matrimoniale, peut élever un enfant et lui donner l'amour auquel il a droit. Quoi? Mais il a le droit d'éduquer son enfant ou celui d'un autre? C'est pas dit là. C'est pas dit là. On est en train d'inculquer aux enfants que l'adoption est un droit, donc que chaque personne, sans discrimination, possède un droit sur les enfants des autres. Les vôtres, mesdames et messieurs, les vôtres. Il existe des personnes qui ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant. Alors tout le monde a le droit, mais il y en a qui ne sont pas capables. C'est la suite. On peut donc les leur retirer et les donner à d'autres. Mais puisque les enfants appartiennent à la République,
j'en ai les jambes qui tremblent. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié également en 2010 les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. C'est la même année. Mais ce n'est pas le même texte. Préambule. Il faut donner une éducation sexuelle, notamment dans les écoles, ce qui n'est pas toujours aisé. La démarche rencontre souvent des résistances motivées le plus souvent par des peurs et des préjugés. Alors quand vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous avez des préjugés. On l'a déjà dit, mais bis repetita. Si vous n'êtes pas d'accord qu'on enseigne l'éducation sexuelle de cette manière-là à vos enfants, c'est que vous avez peur, vous savez, comme les gens qui avaient peur que le prix du pain soit prohibitif, vous avez peur et vous avez des préjugés. Donc on va vous y obliger, puisque vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est le principe. Quand le peuple n'est pas d'accord, eh ben on le force. Pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Une branche d'examen. On a déjà des examens en biologie. On va faire passer des examens en quoi? En masturbation? En changement de sexe? En pose de préservatif? Mais ça a déjà lieu. On fait poser des préservatifs à des enfants dans les écoles sur des objets en plastique. Et moi j'ai eu le témoignage d'une fille qui m'a raconté quand elle avait 13 ans, elle a fait ça, et qu'elle était morte de honte parce que les garçons hurlaient dans la classe. Ben évidemment, les enseignements est mixte. Tout va bien. On va leur enseigner la sodomie sans peine? Mais ne riez pas, c'est déjà en cours. C'est en cours. La psychologie, disent-ils, et plus spécialement la psychologie du développement, montre que les enfants naissent sexués. Alors si c'est pour dire qu'il y a garçons et filles, ça on le savait déjà. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les enfants naissent sexuels. Et qui a dit les enfants naissent sexuels? Alfred Kinsey. Il est l'alpha et l'oméga de toutes ces horreurs. Kinsey a dit « Children are sexual from birth ». Les enfants sont sexuels dès la naissance. Et il l'atteste par un tableau qui a été publié dans ses ouvrages et que Judith Reisman a démonté. Il a violé et fait violer des centaines d'enfants par des pédophiles et qu'à chaque hurlement, il écrivait « orgasme ». Et c'est ça qui sert de référence pour dire les enfants sont sexuels dès la naissance. Les signes précurseurs de la future perception sexuelle, par exemple la capacité d'apprécier les contacts physiques, sont présents dès la naissance. Mais en quoi est-ce que la capacité d'apprécier les contacts physiques, c'est sexuel? Est-ce que vouloir sauter au cou de maman, c'est sexuel? Et c'est véritablement apprécier les contacts physiques. Et quand je caresse mon chien, c'est également un plaisir physique. Qu'est-ce que ça a de sexuel? Oh non, écoutez. D'autre part, le plaisir, ça ne peut pas être réduit. La sexualité ne peut pas être réduite au plaisir qu'on y éprouve. Est-ce qu'on mange pour avoir du plaisir? On mange pour rester en vie. Et on a des relations sexuelles pour perpétuer la vie. Qu'on y trouve du plaisir, mais c'est parce que le bon Dieu a fait les choses bien, sinon ça ne marcherait pas. On veut réduire la sexualité au plaisir qu'on y trouve et évacuer le reste. Fort de ces grands principes, on conclut que l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Alors, en quel honneur? En quelle langue? Et avec quoi? La naissance? L'éducation sexuelle dès la naissance? C'est quoi? C'est quoi? De par sa propre expérience, l'individu apprend quel type de comportement sexuel, c'est-à-dire quand, comment et avec qui, est approprié et à quels effets et réactions il doit s'attendre, comment il se sent par rapport à elle. Alors ça, c'est ce qu'on va apprendre aux chères têtes blondes. Mais de quoi parle-t-on ici, si ce n'est de présenter comme norme le vagabondage sexuel comme une activité de loisir? A-t-on pensé quelque part à dire qu'on pouvait avoir des relations sexuelles par amour? Nulle part. Alors je ne vous parle même pas de fonder une famille, je vous parle simplement de par amour. Nulle part, ça nous dit. Nulle part. On parle de goût, de choix et de plaisir. Jamais, jamais d'amour. Le mot n'y est pas. L'éducation sexuelle est fondée sur l'égalité des sexes.
Alors c'est une maladie, l'égalité. C'est une maladie. L'éducation sexuelle est fondée sur l'égalité des sexes, l'autodétermination et l'acceptation de la diversité. Alors, l'égalité des sexes, est-ce que c'est le droit pour les hommes de pouvoir avorter ou pour les femmes d'avoir des problèmes de prostate? Je pose la question. Et la diversité, c'est quoi? C'est la diversité des migrants et des autochtones, des homos et des hétéros? Eh bien oui, c'est ça la diversité. C'est le monde de fous dans lequel on est en train de nous faire tomber. L'éducation sexuelle est basée sur des informations précises et scientifiquement étayées, bis repetita, les mêmes que l'autre. Mais scientifiquement étayées, il n'y a rien à part Kinsey. Tout ce qui suit Kinsey se réfère à Kinsey. Les objectifs de l'éducation sexuelle sont favoriser le respect de la diversité sexuelle. Ça veut dire que toutes les perversions vont être considérées comme se valant les unes les autres. 1. Ne pas discriminer. 2. Égalité pour tous. Et les différences entre sexes ainsi que la prise de conscience de l'identité sexuelle et des rôles socialement associés au genre. Vous savez ce que c'est la théorie du genre? C'est que vous n'êtes pas madame une dame et monsieur un monsieur. Vous êtes simplement que c'est quelqu'un qui a choisi d'être une dame et monsieur a choisi d'être un monsieur. Ce qui est la négation du simple bon sens. Allez, revenons au simple bon sens. Nous sommes nés homme ou femme, avec les chromosomes Y afférents, et rien n'a jamais changé en la matière. Donc la diversité sexuelle, c'est l'introduction de l'homosexualité dans les cours de sexualité à l'école. Or, qu'on le veuille ou non, l'homosexualité ne représente et n'a jamais représenté au-delà de 5% de la population quand ça les atteint. C'est moins de 5%. Donc on va présenter ça comme la norme. Les différences entre les sexes n'ont pas besoin d'être enseignées à l'école. L'école, elle est là pour enseigner le savoir. Et les rôles socialement associés au genre, ce sont les rôles c'est la théorie du genre. Aucune caution scientifique sérieuse n'a jamais étayé la théorie du genre. C'est juste un délire. Savez-vous que Jacques Attali a dit « Nous allons lentement vers une humanité unisexe où les hommes et les femmes seront égaux sur tous les plans, y compris celui de la procréation, qui ne sera plus le privilège ou le fardeau des femmes. » Oui, absolument. Une humanité unisexe, sinon qu'une moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire naître des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique et sans même que nul ne les porte. Il y aura une couveuse à la maison. Et ça, c'est pas une prophétie, c'est un programme. C'est un programme. Favoriser le développement psychosexuel des individus en apprenant à exprimer des sentiments et des besoins, à mener une vie sexuelle agréable et à développer sa propre identité sexuelle et ses propres rôles de genre. Voilà le programme de l'OMS. L'école est-elle là pour apprendre aux jeunes à mener une vie sexuelle agréable? Pour vous, non. Pour moi, non. Pour eux, oui. Et c'est quoi développer ses propres rôles de genre? Pour avoir un impact positif, l'éducation sexuelle doit d'abord avoir sa place attitrée dans les programmes scolaires et être traitée de manière approfondie tout au long de la scolarité. Alors maintenant, on ne sait plus ni lire ni écrire. On ne sait pas que la France existait avant 1789. En histoire, les gens sont absolument nuls. Les jeunes sont absolument nuls, c'est confondant. Ni que la Seconde Guerre mondiale a fait autre chose que 6 millions de morts. Là, tout ça, c'est absolument passé à l'as. Mais on va devenir incollable sur le sexe. Entre 4 et 6 ans, qu'allons-nous apprendre aux enfants? On les renseigne sur la reproduction humaine, la consolidation de leur identité sexuelle à 4 ans. On va consolider leur identité sexuelle. On va leur apprendre la masturbation, le plaisir et la satisfaction à se toucher. Alors Marlène Schiappa, quand j'ai lancé un appel l'été dernier, est intervenue en disant « Mais non, il n'a pas mis tes questions d'enseigner la masturbation à l'école. » Elle n'a pas lu les programmes. Moi, je les ai lus. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Les droits sexuels ». Il y a toutes les références dedans. On va, entre 4 et 6 ans, on va leur apprendre les différentes conceptions de la famille. C'est quoi les différentes conceptions de la famille? La famille, ça n'est définitivement plus papa et maman. Il y a différentes conceptions. Alors il y a papa et papa, maman et maman, puis après il y a papa et papa et papa et papa. Ben oui, pourquoi s'arrêter à 2? À quel titre?
On va leur apprendre les relations entre personnes du même sexe et le respect des différentes normes en matière de sexualité. Alors si ce n'est pas la promotion de l'homosexualité, qu'est-ce que c'est d'autre? Ah oui, non, il y a toutes les perversions. Toutes les perversions. Toutes les perversions. Et on va leur enseigner la conscience de pouvoir choisir « mon corps m'appartient ». Alors, j'ai reçu le témoignage d'un papa qui prend, au retour de l'école, son fiston sur ses genoux et le gosse descend en disant « Papa, mon corps m'appartient ». Le corollaire de « mon corps m'appartient », ça veut dire « j'ai le droit de dire non ». Mais le corollaire de « j'ai le droit de dire non », c'est « j'ai le droit de dire oui ». On prépare la sexualisation des enfants à outrance. Je vais arrêter là. On apprend désormais aux enfants que la satisfaction de leurs instincts est un droit, alors que le principe même de l'éducation consiste à apprendre à maîtriser ses instincts. C'est de l'anti-éducation. Éduquer un enfant, c'est lui dire « oui, tu as envie, mais 1, tu vas attendre, 2, c'est pas permis. » Ou éventuellement, c'est permis, mais tu attendras. Et puis il y a bien et mal, il y a oui et non. Là, on va dire, du moment que tu as envie, tout est bon. C'est de l'anti-éducation. L'école de la République, obligatoire désormais à partir de 3 ans, a totalement renversé les valeurs et a volé leurs enfants aux parents. Il est temps de réagir, parce que maintenant la loi est contre vous. Je vous remercie. Autre terrifiant bilan après le premier tout à l'heure et qui nous laisse nous aussi sans voix à présent. Je me demande si on n'a pas ici une illustration nouvelle du fameux mot de Chesterton qui, parlant de la Renaissance, disait « la rechute ». Quelle rechute vous nous avez dépeinte là, hein? Et on pense aussi à Simone Weil, la vraie, qui parlait de l'enracinement et du déracinement. C'est un déracinement absolu, universel. Et comme vous venez de le dire, il faut lancer absolument une contre-révolution. Une chose est certaine, ça fait quand même déjà maintenant 2 ans que j'ai sorti le livre « Les droits sexuels ». Je pourrais d'ailleurs le recommencer, hein, tellement il y a de choses qui évoluent dans le mauvais sens à toute vitesse. Le problème qui se pose à des lanceurs d'alerte comme moi ou comme Ariane Biliran ou comme Judith Reisman, c'est que c'est tellement insensé que les gens ne le croient pas. Et quand vous avez Marlène Schiappa qui arrive à la télévision, elle dit « Ah mais c'est même pas vrai !» Ah bon, bah alors, puisqu'elle a dit que c'était pas vrai, tout va bien. C'est tellement ahurissant que les gens ne le croient pas. Alors, si on se pose la question que faire, alors moi je sais quoi faire, je continue, c'est-à-dire on dénonce, mais il faut aller voir ce qui se passe dans les écoles. Je pense que le code civil, je ne suis pas totalement persuadée, je crois que le code civil est encore avec les parents. Il faut le faire valoir, vous avez encore l'autorité sur vos enfants. L'attentat à la pudeur, ces cours sont d'authentiques attentats à la pudeur. L'attentat à la pudeur est encore valable en France. Mais alors attention, vous avez affaire au diable. En face de vous, c'est le diable. Il ne faut pas y aller tout seul avec ses petits bras en disant voilà, on est 3 mamans, on a décidé de porter plainte contre le directeur d'école. Il faut se mettre ensemble. Il faut vraiment lancer des actions collectives. Alors je sais que François Billot de Lochner a commencé. Alors ça fait un moment que je ne me suis pas entretenue avec lui, mais je sais qu'il a commencé. Il faut lancer maintenant des actions collectives en plainte pour attentat à la pudeur et détournement de mineurs. Détournement de mineurs. Mais il faut remettre le bon sens au cœur de la morale. Et le bon sens, écoute, simplement, on explique maintenant qu'on peut changer de sexe. Mais qui a déjà changé de sexe? Personne n'a jamais changé de sexe. C'est dans les chromosomes. On change d'apparence. On dit, bah machin, il a changé de sexe. Personne. On dit, un homme a accouché. Pas du tout. C'est une femme qui accouche. Même si elle s'est fait pousser des moustaches à coups d'hormones. Et on va enseigner ça aux enfants. Moi, j'en ai parlé dans mon village. Les gens me disent « Ah oui, bon, mais non, mais ça va pas, mais t'exagères. » Depuis que j'ai commencé à parler, on me dit que j'exagère. En fait, j'exagère jamais. C'est toujours en dessous. Je pense d'ailleurs que c'est une forme moderne de martyr
que de subir les assauts, les rejets, les condamnations du monde. Ah bah là, je suis C'est J'arrive pas justement à comprendre justement la logique de nos adversaires parce qu'ils promeuvent justement une sexualité débridée, mais en même temps, ils se plaignent justement qu'on se retrouve justement avec des morts partout, quoi. Avec des... le mouvement MeToo, justement. Il n'y a plus de morale collective. On n'a plus le droit de discriminer maintenant. On appartient tous à un groupe. Alors soit vous êtes homosexuel, soit vous êtes hétéro. Moi, j'apprends que je suis hétéro. Moi, j'ai toujours cru que j'étais simplement une femme normale. Bon, maintenant, j'apprends que je suis hétéro. Donc, je vais avoir des droits en tant qu'hétéro. Il y en a qui ont des droits en tant qu'homo. On fait tous partie d'une minorité opprimée. Donc, le mouvement contre le viol, c'est le mouvement contre les femmes qui ont le droit de ne pas être violées. Mais attendez, c'est le code civil, ça. Il n'y a pas besoin de faire des lois spéciales. Donc, en fait, si j'ai envie de me faire violer au milieu de la rue, bon, ben, pourquoi pas, c'est mon droit. On a aboli la morale collective au profit de droits individuels. C'est le droit des femmes, le droit à l'avortement, le droit de ceci, le droit de cela. Et le droit c'est l'abolition du droit tout court. Le droit, c'est la règle, c'est la norme, c'est la loi, et la loi, c'est ce que la sagesse des nations a élaboré au fil des générations. Ça a été remplacé par le droit de. Et au titre de droit de, effectivement, on peut poursuivre maintenant un homme qui va siffler une fille dans la rue, on va pouvoir l'arrêter. Jusqu'à ce que les hommes fassent valoir le droit de siffler les filles dans la rue. Mais ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Donc en fait, ça n'est pas de dire qu'il y a une décence possible en matière de sexualité, c'est que chacun exprime sa sexualité comme il veut. Et la femme, elle a le droit de ne pas être sifflée dans la rue, ce qui est complètement aberrant. Je veux dire, ne pas siffler une femme dans la rue, ça s'appelle la politesse. Ça s'appelle la politesse. Et il y a récemment une femme sur un plateau qui disait, mais enfin, pourquoi faites-vous un crime de ce qu'est la muflerie? La muflerie, c'est la muflerie. Et ça se dénonce en tant que tel. C'est pas la peine de le criminaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, maintenant, on donne à toutes les minorités le droit de... Vous savez, il existe des clubs pour des pratiques sexuelles absolument abominables, mais ignobles. Vous ne pourrez plus, au titre de la loi contre la discrimination, refuser à un adepte de ce genre de pratique qui se rend dans ce lieu public, même si c'est privé, ça reste quand même un lieu où vous pouvez voir sur Internet à quoi ça correspond. Si vous voulez devenir instituteur et qu'on vous le refuse parce que vous fréquentez ce lieu, vous avez le droit, au titre de la loi contre la discrimination, de demander qu'on vous embauche quand même. C'est l'explosion des droits individuels. La question est très simple. Vous avez cité, je crois, un texte de l'UNESCO et un texte de l'OMS. Est-ce que l'éducation nationale a un programme officiel? Absolument, et si oui, quel est-il par rapport à ce que vous venez de dire? C'est l'application, c'est la même chose. Donc, en somme, le programme de l'éducation nationale, c'est l'application de ce texte, voilà. Et c'est officiel. Oui. C'est un programme international. On a tous les textes. Quand l'éducation nationale dit nous allons lancer maintenant l'éducation à la sexualité. Attendez, c'est plus l'éducation sexuelle, parce que l'éducation sexuelle, ça voudrait dire l'éducation à la reproduction. À la sexualité, c'est-à-dire l'éducation aux pratiques sexuelles. Quand ils disent nous allons le rendre obligatoire, je sais de source sûre que leur référence, c'est ça. C'est tout. C'est dit et redit. Mais ils ne le disent pas à tout le monde. Les derniers textes qui sont parus sur le sujet ne sont parus qu'en anglais. C'est quand même le comble. C'est quand même le comble. Pour pas que les parents sachent. Et ça, c'est paru là, il y a 2-3 mois, à l'automne. Vis-à-vis de l'éducation, on ne peut pas quand même ne pas citer le livre de Pascal Bernardin, Machiavel, Pédagogue. Qui ne traite pas spécialement l'éducation sexuelle, mais qui démontre, alors là, à l'appui, que c'est une imposition onusienne. Oui, absolument. De longue date. J'ai fait plusieurs conférences pour parler de l'historique de ça. Vous savez, j'ai une chaîne qui s'appelle Marion Sigaud officielle sur YouTube, et j'y mets de plus en plus toutes les conférences que j'ai faites à droite et à gauche. Elles n'y sont pas toutes et loin s'en faut, mais petit à petit, et j'ai notamment expliqué tous les programmes onusiens. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube, ou alors sur mon site, le site de Marion Sigaud, ou alors sur ma chaîne Réhistoire. Enfin, je suis assez visible maintenant sur Internet. Voilà.
Donc vous pouvez retrouver tout ça avec toutes les références. Toutes les références. Sur ma chaîne, vous avez toutes les références à ces textes.